Merci. Donc, financement de la rénovation énergétique, quels outils pour les territoires? Didier Bravaccini, vous êtes responsable du service conseil et appui au territoire de l'ANA. Et Costa Castrinidis, vous êtes directeur des prêts de la Banque des territoires. Donc avec vous, on va parler de financement public, après avoir parlé d'investissement privé. L'ANA et la Banque des territoires sont deux institutions bien connues. On va commencer peut-être avec l'ANA. Je vais vous donner la zapette. Vous allez nous présenter le financement proposé par l'ANA. Alors, on va être assez rapide. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'ANA. L'essentiel, c'est surtout peut-être le débat. Voilà, vous donner quelques mots-clés, quelques orientations de l'agence, de l'activité de l'agence. Donc déjà, l'ANA, son champ d'intervention, c'est le parc privé. Le privé, qui soit propriétaire, occupant, bailleur ou copropriété. C'est vraiment le champ de l'action de l'agence. En deux mots, en fait, l'agence existe depuis une cinquantaine d'années. Au départ, on va dire, c'était le public de l'ANA, c'était les propriétaires bailleurs et c'était les éléments de confort. En fait, c'était après-guerre, il fallait mettre le parc locatif à niveau, qui avait souffert de la guerre et du gel des loyers avec la loi 48, quelque part pour faire simple. Donc c'était ça l'initiative de l'ANA. Et depuis, l'ANA aujourd'hui est devenue une agence où on s'intéresse à l'ensemble du parc privé, que ce soit copropriété, maison individuelle ou monopropriété. Donc on a les investisseurs qui gèrent leur parc, les copropriétés et la maison individuelle. Et derrière, tous les statuts de propriété derrière qui vont bien. Rapidement, en quelques chiffres, le budget de l'ANA, la priorité effectivement ces dernières années, c'est la rénovation, c'est la mise à niveau du parc en termes de confort, mais aussi de rénovation énergétique, puisque je rappelle que si on veut atteindre les objectifs en termes de carbone, 80% du parc existant aujourd'hui sera le parc qui sera là en 2050. Donc il faut qu'on passe à la massification de ce parc pour accompagner la rénovation énergétique. Donc si bien que les moyens de l'agence sont passés en quelques années, en 4 ans, on est passé d'un budget de 600 millions d'euros à aujourd'hui un budget de 3 milliards d'euros qui est distribué par l'agence. Donc on est sur une massification. Et avant, quelque part, l'agence finançait à peu près 100 000 logements par an. L'année dernière, on a atteint 750 000 logements financés. Avec, là aussi, trois cibles, les logements en copropriété, les logements en maison individuelle, et dans les maisons individuelles, il y a deux cibles pour l'ANA. C'est à la fois accompagner les propriétaires dans une rénovation ambitieuse. Donc là, on vise le parc énergétique, les personnes les plus en difficulté, on vise plutôt le rural. Et il y a deux enjeux, un enjeu environnemental, mais aussi un enjeu social, puisque c'est pour faire baisser, redonner du pouvoir d'achat, puisque quand on voit les factures d'électricité, les factures de chauffage, c'est redonner du pouvoir d'achat, redonner du confort aux habitants. Et de l'autre côté, ça c'est le parc maison individuelle, et on a tout l'enjeu sur les copropriétés fragiles. Et bien sûr, ça soutient aussi l'économie du bâtiment en période de crise ou plus ou moins de l'économie. Les outils de l'agence, certes, ce sont les subventions. Donc là, je vous parle des subventions aux personnes privées, mais ces subventions, pour qu'elles puissent atteindre le privé, atteindre la personne individuelle, il faut que la personne privée puisse se retrouver dans l'ensemble des aides qui sont proposées sur les territoires. Et c'est des fois un peu, le chemin du combattant pour les usagers, pour savoir à quoi ils ont droit en fonction de leurs travaux. Et tout l'enjeu, c'est vraiment d'accompagner les collectivités locales à travers des dispositifs d'accompagnement où c'est les collectivités locales, les villes, les EPCI qui mettent en œuvre des dispositifs, qui mettent en place des guichets pour aller au plus près des territoires. Et l'apport de l'ANA, au-delà des subventions aux travaux, c'est vraiment des subventions aux collectivités locales pour mettre en place des stratégies et faciliter le parcours de l'usager sur les territoires. Et c'est bien ça aussi l'enjeu de ces prochaines années, c'est faciliter le parcours de l'usager, et que c'est vraiment la collectivité locale qui est au plus près des territoires, qui connaît son territoire, qui doit permettre d'accompagner, je dirais, le saut
et je dirais le choix vers un projet de travaux et le projet de travaux le plus ambitieux pour éviter de mettre des années avant de mettre le parc à niveau, puisqu'on sait que c'est des décisions qui peuvent être compliquées s'il n'y a pas un accompagnement à la fois social, mais surtout un accompagnement technique pour des travaux de qualité. Et ça se fait en s'appuyant sur les collectivités locales qui déploient. Donc l'ANA est simplement un accompagnateur des politiques des territoires. Donc c'est un peu ce que je vous résumais, ce sont ce qu'on appelle les opérations programmées de l'agence, où le dispositif, c'est une collectivité sur un territoire décide de mettre un opérateur, un guichet, qui va être, je dirais, l'acteur unique du ménage pour l'accompagner dans son projet. Et c'est l'enjeu de ces prochaines années, et qui s'est traduit pour l'ANA depuis un an avec la création aujourd'hui d'une marque unique qui s'appelle France Rénov', et qui est partie du regroupement donc elle a été mise en place en 2021, donc en 2022 plutôt, avec le regroupement de deux réseaux, qui était le réseau historique de l'ADEME. En fait, l'ADEME, pendant des années, a financé, je dirais, des conseillers sur les territoires, pour des conseillers techniques, a mis en place des guichets. De l'autre côté, vous aviez l'ANA qui finance des travaux avec ses propres conseillers. Et le France Rénov', quelque part, ce n'est pas la transformation de l'ADEME ou la transformation de l'ANA, c'est vraiment la réunion de deux réseaux pour faire une marque unique et pour que je dirais, l'usager soit embarqué dans son projet de rénovation énergétique en s'appuyant à la fois sur les forces de l'ADEME en termes de conseils, d'appui, de maîtrise de l'énergie, et les forces de l'ANA en termes de distribution des aides publiques, et c'est de s'appuyer sur ces deux réseaux. Et donc, c'est de proposer au niveau national déjà une plateforme unique qui s'appelle France Rénov', un numéro de téléphone unique, alors qu'avant, il y avait le numéro de l'ANA, le numéro de l'ADEME et des renvois entre les deux. Déjà, ça simplifie au niveau national. Et après, l'enjeu, c'est au niveau des territoires, c'est d'avoir une marque unique qu'on appelle des conseillers France Rénov', qui soient issus du réseau de l'ANA ou issus du réseau de l'ADEME. Ça devient transparent pour l'usager. Et tout le jeu de ce réseau des territoires, c'est de s'appuyer et c'est de donner des conseils sur quelles sont les aides que l'on peut apporter aux usagers. Donc en fait, parmi ces aides, et je finirai là mes propos, c'est de dire que l'ANA va financer, et demain c'est l'ANA qui financera d'une part les collectivités qui mettront en place ces guichets, ces conseillers France Rénov' au niveau du territoire. Ça sera le rôle de l'ANA. Aujourd'hui, c'est l'ADEME qui le finance, mais à partir de 2024, c'est l'ANA qui va prendre le relais et qui va financer ces guichets, donc l'ingénierie de ce guichet et l'accompagnement. Et d'autre part, c'est l'ANA qui apportera, en fonction des typologies des propriétaires, les aides vers les propriétaires occupants, avec des principes d'aide qui, plus le propriétaire occupant est modeste, plus les taux d'aide sont intéressants pour les ménages les plus modestes. C'est le principe de base de distribution des aides aux personnes privées propriétaires de logements, et des aides spécifiques MPR copropriété qui est ciblée sur les copropriétés pour là aussi inciter la rénovation du parc des copropriétés. Donc MPR Copro qui a été mis en place depuis 2 ans maintenant, donc on est sur la 2e année. Là, c'est une aide collective qui bénéficie à l'ensemble de la copropriété, à l'ensemble de l'immeuble, et qui permet d'éviter, sans regarder le statut de qui est propriétaire, qui est investisseur, qui est bailleur, c'est une aide à l'immeuble et qui permet, d'inciter la décision collective. Merci. Costa Castrinidis, la Banque des Territoires, elle s'adresse aux bailleurs sociaux et aux collectivités. Quels sont vos outils à vous ? Merci beaucoup. Alors effectivement, en complément de ce qui a été dit par l'ANA, nous, notre rôle à la Caisse des dépôts et à l'intérieur de la Caisse des dépôts de la Banque des Territoires, c'est vraiment de venir financer le logement social et la rénovation thermique des parcs bâtimentaires publics et notamment du parc des collectivités locales. On intervient en partenariat avec l'ANA vraiment de manière ciblée, notamment sur les copropriétés dégradées, mais le cœur de notre mission, il est vraiment tourné vers le patrimoine public.
Donc je suis très heureux de pouvoir dialoguer avec vous sur ces questions. C'est vrai que dans les outils de financement que la Caisse des dépôts a déployés au cours des dernières années, il y a finalement différentes strates. Il y a tout ce qu'on a mis en place sur le logement social, pour lequel je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a une machinerie qui est plutôt bien huilée, qui fonctionne bien, mais qui est quand même confrontée à des défis non négligeables dans les prochains mois, dans les prochaines années, sur lesquels j'aimerais revenir. On a développé de l'ingénierie financière au service des collectivités locales, pour lequel aujourd'hui la maturité de la prise de décision du bloc local est vraiment moindre que ce qu'on connaît sur le logement social. Il y a un retard qui s'accumule sur la nécessité de réhabiliter thermiquement le parc public. Et donc, on a instruit ce sujet-là aussi pour faciliter l'aide à la prise de décision. J'y reviendrai dans mes propos. Mais on n'a pas fait que du financement au cours des dernières années. On s'est rendu compte qu'il y avait un vrai sujet de prise de décision et de passage à l'acte, qui rejoint vraiment d'ailleurs toute l'ambition derrière le dispositif tourné vers les particuliers de France Rénov'. C'est qu'il faut inciter finalement les acteurs et particulièrement les collectivités locales à passer à l'acte. Et pour ça, on a développé des outils d'ingénierie, mais également des services innovants en matière de data, sur lesquels je vais revenir, parce que ça me paraît être un point vraiment intéressant sur le fait qu'aujourd'hui, c'est pas que le financement, finalement, le nerf de la guerre, c'est vraiment aussi la capacité de remonter très en amont la chaîne de valeur et d'aider la prise de décision des décideurs sur ces impératifs qui sont des grands enjeux de politique publique. Alors sur le logement social, c'est vrai que depuis les années 2000, la Caisse des dépôts, avec toutes les parties prenantes du secteur, l'Union sociale pour l'habitat, l'État directement, a conçu un outil de politique publique qui s'appelle l'éco-prêt, qui est vraiment un levier aujourd'hui très efficace, qui, depuis son lancement, permet tous les ans de financer environ 40 000 logements réhabilités thermiquement sur l'ensemble du parc HLM. Il faut rappeler de ce point de vue que le parc HLM aujourd'hui est probablement le parc le plus en avance sur les enjeux de rénovation thermique. Les étiquettes F et G ne représentent que 7% à l'intérieur du parc HLM avant la réforme des DPE, ce qui évidemment va être un des défis auxquels le secteur va être confronté. Je vais y revenir. Cet éco-prêt a été un des outils qui a vraiment permis de mettre en place une mécanique par la maturité et l'engagement du secteur HLM, qu'il faut vraiment saluer, qui s'est saisi de ce sujet très tôt et qui a permis finalement au parc HLM d'être aujourd'hui finalement plutôt en avance sur le reste du territoire. Cet éco-prêt, comment il fonctionne? C'est finalement assez simple, c'est un prêt avec des éco-conditionnalités. On s'engage en avance de phase par le biais d'un audit à réaliser des gains énergétiques. Ça permet d'avoir un taux concessif, un taux qui est même en deçà du coût de la ressource, qui est celle du livret A, qui est la ressource pivot pour venir financer le secteur du logement social. Et donc, quand on est éligible à un éco-prêt, on bénéficie vraiment d'un prêt concessif qui vient faciliter la prise de décision et équilibrer les opérations. C'est un prêt qui a évolué avec le temps, en fonction finalement de la montée en exigence et des défis auxquels le secteur est confronté. Aujourd'hui, quels sont ces défis? De mon point de vue, ils sont de deux ordres. Premièrement, il y a un enjeu d'effet prix. On constate au cours des 10 dernières années une vraie augmentation du prix de revient des réhabilitations thermiques. Nous, ce qu'on constate, c'est plus de 44% d'augmentation sur les 10 dernières années, et ça n'intègre pas la question plus conjoncturelle actuelle de l'augmentation des coûts de construction et des matières premières. On le voit, les réhabilitations sont de plus en plus ambitieuses, et donc le fait d'équilibrer l'opération est de plus en plus difficile. Et c'est pour cela qu'on a, en complément de cet éco-prêt, souhaité mettre à disposition du secteur HLM des lignes de prêt à taux fixe qui sont aujourd'hui fournies à la Caisse des dépôts par notre partenaire européen qui est la BEI, et qui permettent justement de mieux équilibrer, d'essayer de mieux équilibrer ces opérations, ce qui reste un vrai défi au quotidien pour les opérateurs et pour les monteurs d'opérations, puisque finalement il faut très souvent pour les bailleurs sociaux mettre des fonds propres pour pouvoir équilibrer les opérations de réhabilitation qui elles-mêmes sont de plus en plus coûteuses et donc de plus en plus lourdes. Le deuxième défi, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est vraiment un effet volume, c'est-à-dire que la loi climat et résilience et l'évolution
du DPE et l'intégration du carbone dans les nouvelles cotations, naturellement, va accroître la volumétrie des logements à réhabiliter sur des délais assez courts. Aujourd'hui, il y a des travaux de place qui sont menés par l'État avec l'ensemble des partenaires. On n'a pas encore le chiffrage précis du nombre de passoires thermiques qui vont être ajoutées finalement dans le plan d'investissement des bailleurs sociaux, mais on peut penser que c'est assez conséquent, notamment du fait qu'aujourd'hui beaucoup de logements du parc HLM sont chauffés au gaz et que naturellement en termes de carbone le gaz n'est pas compatible et donc ça va entraîner mécaniquement un accroissement des passoires thermiques avec un enjeu d'investissement au cours des prochaines années. Donc nous par rapport à ça, en tant qu'acteur d'intérêt général, partenaire du secteur HLM, notre rôle c'est vraiment de faire évoluer notre dispositif du mieux possible pour aider à relever ces défis. On est en ce moment en train de travailler à différents axes sur d'évolution de notre éco-prêt. Premièrement, on va y intégrer la question du carbone. C'est assez logique, mais donc on va veiller à ce que toutes les évolutions, les gains énergétiques soient également complétés par des gains carbone. On va travailler à accroître la maturité de nos financements. Ça, c'est un élément, je pense, qui est assez intéressant de manière générale, c'est qu'on le voit bien au fur et à mesure du temps. Depuis le lancement de ce produit en 2009, on a cessé d'accroître la maturité de ces financements parce que les réhabilitations sont de plus en plus coûteuses et que finalement, elles rechargent le bâtiment pour des durées de vie plus longues. Et donc, ce n'est pas du tout incohérent de pouvoir financer des réhabilitations lourdes sur des maturités qui vont jusqu'à 30 ans. Et donc, c'est vraiment le sens des travaux qu'on est en train de mener aujourd'hui. On est également en train de travailler à accroître finalement le montant maximum de ce prêt qui était limité à 22 000 € par logement, ce qui était déjà assez conséquent. Et probablement notre proposition, sous réserve de validation par l'État, serait de porter ce montant maximal à 30 000 €. Et on le voit, donc ça devient quand même un élément assez conséquent pour les passoires thermiques et pour vraiment aider à faire les sauts d'étiquette qui sont nécessaires par la loi climat et résilience. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement ce qu'on va faire est suffisant ? C'est vraiment une question qui nous préoccupe, hein, pour le dire très simplement. On a vu pendant le plan de relance l'État venir avec des subventions, les 500 millions qui ont été mis sur la table pour venir financer la réhabilitation thermique. Ça a vraiment eu un effet très bénéfique. Ça a très bien fonctionné et c'est vrai qu'il serait probablement souhaitable que ce type de dispositif puisse être reconduit dans le temps pour accompagner justement la montée en exigence par rapport à la loi climat et résilience. Aux côtés du secteur du logement social dont je viens de parler, notre engagement porte aussi sur le parc bâtimentaire des collectivités locales, comme je l'évoquais tout à l'heure. De ce point de vue-là, effectivement, la prise de décision est moins mature, l'investissement est moins systémique, hein, du côté des collectivités locales, et ça nous a amené à travailler finalement à une diversité de montages. On a à la fois des financements sur des maturités longues avec des éco-conditionnalités, donc un peu l'équivalent de notre éco-prêt mais à destination des collectivités locales. Mais on a également travaillé finalement sur un dispositif d'innovation financière qui repose sur un principe que pour les gestes les plus légers de réhabilitation sur le parc des bâtiments publics, à condition qu'il puisse y avoir des gains énergétiques constatés, eh bien, on vient octroyer une avance aux collectivités locales qu'elles remboursent par les gains énergétiques qui ont été octroyés. Donc ça, c'est une forme de contrat de performance énergétique qu'on passe avec les collectivités qui souscrivent à ce dispositif qui s'appelle l'Intracting et qui est un dispositif qui commence à bien trouver sa place. Hein. Ça fait plusieurs années qu'on cherche à le promouvoir parce qu'on pense que c'est vraiment une belle opportunité d'engager une dynamique de réhabilitation un peu plus systémique sur le parc des bâtiments publics. Et on se dit qu'après les gestes légers et le constat des gains énergétiques octroyés, finalement, on arrivera ensuite à passer à des gestes plus lourds et à des réhabilitations plus ambitieuses. Et c'est vraiment ce cercle vertueux qu'on essaye d'enclencher, de développer sur le bloc local. Sur ce bloc-là, je le disais tout à l'heure, le financement c'est une chose, mais on n'a pas uniquement des interventions en termes de financement par la dette. On a notamment constaté que beaucoup de collectivités locales parfois avaient une connaissance insuffisante de leur parc de bâtiments publics.
qu'elle manquait parfois d'expertise et des capacités d'ingénierie pour définir quels étaient les gestes à accomplir. Et donc, on a à la fois mis à disposition des collectivités locales des crédits d'ingénierie pour pouvoir financer des études et des travaux amont, de manière à pouvoir identifier quels sont les bâtiments à prioriser et également finalement quels sont les travaux qui seraient les plus adaptés pour ces bâtiments. Donc on intervient vraiment en amont sur la chaîne de prise de décision et on a décidé donc depuis l'année dernière d'aller encore un cran plus loin en constatant qu'il y avait aujourd'hui une carence autour de l'exploitation de la donnée et le fait qu'on avait par l'intelligence artificielle la possibilité finalement de créer des services gratuits innovants qui permettraient aux collectivités locales d'avoir une meilleure vision de ce qu'est leur parc de bâtiments et finalement de la consommation énergétique de leurs propres bâtiments, de manière à identifier les bâtiments qui sont les plus énergivores et finalement ceux sur lesquels il faut mettre la priorité au moment des décisions d'investissement. Et donc c'est un outil qui s'appelle PrioRéno qu'on a développé en interne avec nos partenaires, donc GRDF et Enedis, et avec l'État. Et qu'on est en train de déployer sur l'ensemble des collectivités locales progressivement à compter de la rentrée prochaine. Et c'est vraiment un service qui n'est pas du tout en lien avec nos financements. C'est un service, un outil de politique publique qu'on souhaite mettre finalement à la disposition de l'intérêt général. Et on pense que c'est ce type de service qui va vraiment permettre demain de faciliter le passage à l'acte et la prise de décision des collectivités locales sur ces enjeux de politique publique qui sont majeurs et qui sont aujourd'hui incontournables si on veut respecter les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Alors vous l'avez lancé, vous l'avez expérimenté avec une centaine de collectivités, c'est ça? Voilà, aujourd'hui, donc cet outil PrioRéno a été expérimenté avec une centaine de collectivités locales. Alors, on est content des retours qui sont vraiment très, très positifs. Par exemple, la ville d'Angoulême qu'on avait accompagnée il y a quelques années par une étude d'ingénierie amont, finalement on s'est rendu compte que le top 10 des bâtiments énergivores qui était constaté par l'intelligence artificielle rejoignait vraiment ce qui avait été fait au moment de l'étude amont par le cabinet d'ingénierie. Alors évidemment, l'idée n'est pas de remplacer l'ingénierie, au contraire, c'est de pouvoir mieux l'utiliser sur la question de comment on fait les travaux, plutôt que de savoir sur quoi on doit faire les travaux. Et donc ça permet de gagner en quelque sorte une étape et tout ça est finalement favorable pour l'ensemble du secteur et des acteurs, puisque ça va permettre d'élargir le marché et le champ des travaux réalisés. Merci. On a le temps pour une ou deux questions, s'il y a des questions dans la salle. Il y a un micro qui peut vous être distribué. Sinon... Ah, oui. Les 22 000 qui passent à 30 000, c'était les frais pour les particuliers ou pour les collectivités? Ça, c'est pour le logement social, en fait. C'est sur notre éco-prêt. Effectivement, aujourd'hui, la fourchette maximale était à 22 000. Et donc, notre proposition, qui, on espère, sera retenue dans les prochaines semaines, serait de pouvoir la monter à 30 000 euros par logement. Merci. Merci à tous les deux. Merci à tous. Merci beaucoup.